Je vais passer la parole tout de suite à Nicolas Ramos, qui est donc chercheur INSERM dans le laboratoire INSERM et qui travaille donc à l'Institut de psychiatrie et neurosciences à Sainte-Anne avec le professeur Gorwood. Il travaille depuis très longtemps sur la biologie moléculaire des troubles psychiatriques et il a choisi aujourd'hui de nous parler d'une médecine d'avenir qui est la médecine personnalisée en l'abordant par le biais de la pharmacogénétique. Donc merci beaucoup Nicolas pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup, professeur Thibault. Merci grandement à l'UNAFAM de me permettre de présenter un peu ce qui se fait en recherche clinique sur la pharmacogénétique appliquée à la santé mentale. Alors, je vais prendre mon petit pointeur. Voilà, donc la première chose à dire, c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant les médicaments. Et en fait, pour un traitement donné, la réponse va être variable d'une personne à une autre. Et on peut évaluer notamment l'efficacité d'un traitement, en particulier le taux de non-répondeur. Et celui-ci, il est hélas bien souvent compris entre 20 et 50% des sujets traités par un médicament. Il est d'environ 40% chez des sujets déprimés et il se situe entre 30 et 60% selon un traitement psychotrope chez des patients souffrant de psychose ou de schizophrénie. Par ailleurs, on peut aller au-delà de juste une réponse à un traitement, à savoir le taux de rémission. Et ce taux est extrêmement, voire très bas, de l'ordre lui aussi de 20 à 50% des sujets, que ce soit des sujets déprimés ou souffrant d'une psychose. Une autre chose aussi, c'est que la prise de médicaments, même prescrit selon les règles, peut entraîner des effets indésirables. Et là aussi, il faut savoir évaluer ces effets et il faut être en capacité de les prédire. Donc, qu'est-ce que la pharmacogénétique? Eh bien, c'est l'étude de la variation de la séquence de notre génome, de notre ADN, qui serait responsable d'une variabilité de cette réponse à un médicament. Alors, on peut avoir une ou des variations dans un ou quelques gènes, et là, on parlera de pharmacogénétique propre. Donc, c'est utile pour comprendre les mécanismes d'action d'un médicament, donc et caractériser les mécanismes physiopathologiques et la réponse à un traitement. Ou alors, on peut avoir des variations sur un plus grand nombre de gènes, et à ce moment-là, on va faire l'étude entière du génome du sujet, et là, on parlera de pharmacogénomique. Là aussi, on va pouvoir confirmer et valider les mécanismes de la cible du médicament ou des cibles du médicament, et notamment, c'est le deuxième point, découvrir des nouvelles cibles de ce traitement. Dans la pharmacogénétique appliquée à tous les troubles neuropsychiatriques, on va s'attacher à ce qu'on appelle la psychopharmacogénétique, à savoir donc la science qui cherche à traiter un patient souffrant d'un trouble neuropsychiatrique selon un médicament donné et en fonction de son patrimoine génétique. Donc, encore une fois, l'évaluation de la réponse à un traitement en santé mentale, elle va se faire par l'évaluation clinique, et ce sera une évaluation qualitative au décours de questionnaires notamment, qui évaluent les dimensions cliniques et à l'aide d'échelles quantitatives. Donc, cette psychopharmacogénétique, elle va nous permettre d'identifier les sujets non répondeurs à un médicament, d'identifier également les sujets à risque de survenue d'un événement indésirable pour un traitement donné, et aussi de prévoir la dose la plus adaptée à chaque individu pour un médicament donné. Cette psychopharmacogénétique, elle est apparue avec notamment le développement du lithium dans le trouble bipolaire et les développements des neuroleptiques dans la schizophrénie. Alors, on peut se poser la question, quelles sont les cibles de cette psychopharmacogénétique? Alors, il y a deux types de cibles. D'une part, il y a les cibles pharmacocinétiques,
à savoir que lorsqu'on prend un médicament, celui-ci, il a besoin d'être absorbé par l'organisme. Ensuite, il a besoin d'être distribué, et notamment d'être distribué au niveau du cerveau pour les cibles des médicaments qui nous intéressent. Et ensuite, ce médicament, il sera bien sûr dégradé, métabolisé, notamment par un certain nombre d'organes, mais en particulier par le foie, et ensuite il va être excrété. Donc pour ces différentes étapes, vous allez avoir l'interaction d'enzymes ou de protéines, de transporteurs qui vont interagir avec le médicament et en particulier le principe actif, et donc des variations au niveau des gènes qui codent pour ces enzymes ou ces différentes protéines peut avoir un impact majeur sur l'effet du médicament. Et le deuxième aspect, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la pharmacodynamique, c'est-à-dire l'activité biologique qui est la cible du traitement. Donc, dans le cas de la psychopharmacogénétique, les cibles sont situées principalement dans le cerveau et on a des cibles privilégiées telles que les récepteurs qui permettent la recapture d'un certain nombre de neurotransmetteurs, et je vais donner des exemples dans un instant, et également un certain nombre de récepteurs de ces neurotransmetteurs. Donc, comment on peut identifier la partie pharmacogénétique? Eh bien, il faut se rappeler à nos bons souvenirs de la génétique. Donc, chaque individu a un patrimoine constitué de 23 paires de chromosomes, issus du père et issus de la mère. Lorsqu'on regarde un peu plus en détail ce que contient un chromosome, eh bien, c'est cette séquence d'ADN qui est constituée de 4 bases moléculaires, à savoir les nucléotides, qui sont des lettres dénommées A, C, G et T. Et c'est l'enchaînement de ce code génétique qui va constituer les gènes. Et chaque gène va être exprimé, on dit qu'il est transcrit en un ARN messager, et ce messager sera ensuite traduit en protéines. Vous avez ici l'exemple de la protéine qu'on appelle le transporteur de sérotonine, en fait le transporteur de recapture de la sérotonine, ou CERT. Et ce transporteur de recapture, on le retrouve, cette protéine, exprimée au niveau du neurone, au niveau présynaptique du neurone, et il permet de récupérer une partie de la sérotonine qui est sécrétée en direction des récepteurs postsynaptiques. Donc, classiquement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? À une position donnée, on pourra avoir une variation génétique, une variation de séquence de ce nucléotide qu'on appelle plus couramment SNP, Single Nucleotide Polymorphisme. Donc, variant unique de séquence. Et certains de ces variants peuvent modifier donc les caractéristiques de la protéine et donc peuvent modifier potentiellement la cible d'un traitement médicamenteux. Donc, on va pouvoir tester, caractériser cette variation génétique, ce qu'on appelle le génotypage. Et ici, vous avez une technique qui permet de génotyper 96 individus pour un variant donné, et donc de nous donner quel est le polymorphisme présent chez les différents individus, donc TT, la première forme, TC, donc un sujet hétérozygote, ou des sujets homozygotes, qui sont CC, qui présentent la seconde forme. Et l'une ou l'autre de ces formes sera plus ou moins associée à la réponse à un traitement. On peut également décider non pas de se focaliser sur un variant donné dans un gène donné, mais cribler l'ensemble du génome. À ce moment-là, c'est une étude pangénomique ou GWAS, Genome-Wide Association Study. Donc là, on ne va pas s'intéresser à un seul variant. On va en général en cribler plus de 700 000 qui vont couvrir nos 23 chromosomes. Et là, ensuite, par des comparaisons statistiques, on va voir si un variant est principalement associé à une réponse ou pas à un traitement.
L'étape ultime aussi de caractérisation qui peut être réalisée, là aussi pour un gène ou pour plusieurs gènes, c'est carrément de séquencer le gène et donc de regarder, d'essayer d'identifier tous les variants d'un gène ou tous les variants du génome. Donc là, c'est une technique un peu différente et qui est beaucoup plus coûteuse, et c'est surtout qu'on aura énormément d'informations. Si on séquence l'ensemble du génome, on aura plus de 100 000 variations, c'est-à-dire plus de 100 000 mutations qui potentiellement pourront jouer un rôle plus ou moins dans la réponse à un traitement. Donc, ça sera bien compliqué de dire quel variant est ou pas associé à la réponse à un traitement. Donc, je vais prendre un exemple simple de pharmacogénétique qui est maintenant réalisé depuis une vingtaine d'années, mais encore une fois en recherche clinique et pas en appliqué forcément chez le patient. Il s'agit, ici, vous avez la représentation du gène qui code justement pour le transporteur de la sérotonine, donc ce gène qui donne la protéine SERT, qui, au niveau de la nomenclature internationale, s'appelle SLC6A4. Eh bien, ce gène, il contient une séquence régulatrice, ou aussi dite promotrice, qui va permettre l'expression de ce gène. Et dans cette séquence, vous avez un variant qui s'appelle le 5-HTT-LPR. Ce variant, on peut facilement le caractériser par une technique simple et obtenir des bandes de différentes tailles. Une bande qui aura une grande taille qu'on appellera la bande L, et une bande qui aura la petite taille qu'on appellera la bande S. Eh bien, on sait que le variant qui présente, ou allèle L, de ce polymorphisme, de cette variation, il va induire une expression qui est 2 à 3 fois supérieure pour le transporteur de la sérotonine par rapport à ce variant L. C'est-à-dire que les personnes qui sont LL ou LS vont exprimer 2 à 3 fois plus de transporteurs de la sérotonine. Et cela, ça va avoir des conséquences. On sait aussi que, justement, les porteurs SS, donc l'allèle S, la petite bande, eh bien, ils présentent une vulnérabilité à la dépression. Et lorsqu'on donne un antidépresseur à des sujets déprimés et qu'on regarde la variation génétique, donc on a 3 groupes, le groupe LL, donc le groupe LS et le groupe SS. Lorsqu'on regarde quelle est la symptomatologie grâce à l'échelle d'Hamilton de la dépression, donc c'est une échelle qui permet de quantifier la dépression donc, au début du traitement. Donc on a des scores très élevés dans les 3 groupes, mais après 4 semaines de traitement d'un antidépresseur, on constate qu'on a un score qui a significativement diminué pour le groupe LL, qui a également significativement déprimé pour le groupe LS, et par contre, pour le groupe SS, ce score de 27, il est descendu à 20, ce qui fait qu'on n'a pas atteint le seuil de 50% de diminution de ce score, donc les sujets sont non répondeurs, et on en conclut, et ça a été répété dans un grand nombre d'études, que cet allèle S est associé à une mauvaise réponse au traitement antidépresseur. Donc c'est un traitement par la paroxétine dans cet exemple, mais vous pouvez regarder toute la littérature, donc tous les traitements à base d'inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Donc, puisque c'est ce gène qui va conduire à la production du transporteur de la sérotonine, en fonction de ce variant qui permet l'expression de ce gène en protéines, eh bien, vous allez avoir une meilleure réponse chez les sujets déprimés qui sont porteurs de la LL par rapport aux sujets déprimés porteurs de doublement de la LS. Depuis, un grand nombre de travaux se sont attachés à regarder l'ensemble des différents traitements antidépresseurs chez des sujets déprimés. Vous avez eu des travaux qui ont
on portait sur la constitution de très grandes cohortes avec des milliers et des milliers de patients. Je vous présente ici l'exemple de la cohorte STARDIC, une cohorte américaine qui portait donc sur près de 5000 patients déprimés et un traitement séquentiel de la dépression, c'est-à-dire que en première intention, les patients avaient un premier type de traitement, citalopram. Si ce traitement n'avait pas d'effet sur la dépression, ils avaient un deuxième, et etc., etc. Et donc, ça fait maintenant une quinzaine d'années que des travaux sont réalisés, et en particulier de la pharmacogénétique, mais aussi de la pharmacogénomique a été réalisée sur cette cohorte, et ça a permis la publication d'un grand nombre d'études. Plusieurs de ces travaux montrent des associations significatives entre certains variants et notamment le gène qui code pour le transporteur de recapture de la sérotonine, mais aussi pour des variants qui codent des modifications au niveau des récepteurs de la sérotonine et également d'autres gènes impliqués dans d'autres voies biologiques. Mais tous ces travaux de pharmacogénomique en particulier donc sur la dépression montrent l'implication de plusieurs variants génétiques localisés dans différents gènes, dont ceux de la voie sérotoninergique, dans une bonne réponse aux antidépresseurs. Un autre exemple, cette fois-ci sur des études portant sur des psychoses ou la schizophrénie. Donc, dans ce travail, vous avez en résumé dans ce tableau un certain nombre de gènes qui ont été testés. Vous avez un variant ou plusieurs variants génétiques de ces gènes qui ont été testés dans une ou plusieurs études. Et les traitements médicamenteux proposés sont indiqués ici. Donc, des antipsychotiques diverses ont été testés. Et selon les études et selon les gènes et les polymorphismes, pour certaines d'entre elles, plusieurs présentaient des associations pharmacogénétiques positives entre ces variants, une réponse au traitement chez ces patients. Là aussi, lorsqu'on s'intéresse à la schizophrénie, des cohortes nationales et internationales ont été constituées et ont permis des analyses pharmacogénétiques, mais aussi pharmacogénomiques. Et une étude qui a été publiée maintenant il y a à peu près 10 ans, portée sur plus de 738 patients schizophrènes, c'est la cohorte CATI, et là, près de 500 000 variants génétiques ont été criblés, et l'analyse a porté sur la réponse au traitement selon la PANSS. Les différentes sous-échelles de la PANSS ont été analysées, et en fait, les traitements antipsychotiques proposés étaient différents, et en fonction du type de traitement, en fonction de l'amélioration des symptômes positifs ou de l'amélioration des symptômes négatifs, on avait des associations positives avec des variants qui, pour certains, étaient localisés dans des gènes qui codent potentiellement des nouvelles cibles de ces traitements, à savoir des gènes qui sont impliqués notamment dans la mise en place de la réponse neuronale et dans la mise en place des connexions entre les synapses. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. Ces études de pharmacogénomique, elles ont aussi été utiles pour rechercher les effets indésirables et être en capacité de pronostiquer ces effets indésirables. Et si on reprend cette même cohorte de patients et cette même analyse de 500 000 marqueurs génétiques, donc un certain nombre d'effets indésirables ont été recherchés, en particulier la prise de poids ou des effets sur les voies métaboliques, des différences dans la régulation des sucres
ou des acides gras ou du cholestérol. Et bon, on ne va pas rentrer dans le détail des associations qui ont été retrouvées, mais on a d'une part la confirmation de l'association de gènes candidats à la réponse au traitement antipsychotique, et d'autre part, on a également des associations spécifiques de tel ou tel traitement. Et ici, je vous ai mis risperidone et surcharge pondérale du tour de hanche, donc qui étaient spécifiquement associés avec des variants dans un gène, le gène MEIS2, qui code un facteur de développement. Donc, si on schématise les observations qui ont été réalisées, encore une fois, en recherche clinique, parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'indication thérapeutique. Vous avez des gènes de vulnérabilité qui sont impliqués dans les troubles psychiatriques. Vous avez des facteurs environnementaux qui, bien souvent, vont venir déclencher ou augmenter les symptômes. Et vous avez, à côté de ça, une prise en charge avec des soins, des traitements et notamment des traitements médicamenteux qui vont interagir au travers de la pharmacogénétique et de la psychopharmacogénétique pour induire des réponses positives ou négatives à ces traitements médicamenteux. Mais encore une fois, on a une interaction très importante des gènes de vulnérabilité aux troubles psychiques qui, pour beaucoup d'entre eux, sont également des cibles des traitements médicamenteux. C'est ce qu'ont démontré beaucoup de ces travaux en recherche clinique. Et dans un monde idéal, on pourrait ainsi mettre en application ce qu'on appelle la médecine de précision, à savoir utiliser ces outils omiques, c'est-à-dire la pharmacogénomique notamment, mais aussi les études pangénomiques. Mais on peut penser aussi aux autres travaux de la transcriptomique, qui est l'étude de l'expression des gènes, ou la métabolomique, qui est l'étude des métaboliques. Tout ça va nous permettre de bien mieux caractériser les patients présentant un trouble mental et d'identifier des biomarqueurs spécifiques de chaque trouble. C'est l'objectif de la médecine de précision qu'il faut développer en santé mentale. Et ensuite, ça permettra donc de mieux caractériser les patients pour leur proposer un traitement spécifique adapté, et en particulier des traitements médicamenteux adaptés selon la pharmacogénétique. Et là, on est vraiment dans la médecine personnalisée, donc pour offrir des panels de traitements qui sont totalement spécifiques et en adéquation avec la physiopathologie du trouble. Donc, ce monde idéal, il existe dans d'autres domaines de la médecine, en oncologie par exemple, où on sait très bien caractériser tel ou tel stade de cancer, et donc de proposer un traitement spécifiquement adapté en fonction justement de la génétique de la personne, de la génétique aussi du cancer. Et donc, cette médecine de précision, elle existe dans des maladies communes telles que le cancer, mais elle existe pour d'autres pathologies. Et cette pharmacogénétique existe donc en oncologie. Elle existe pour un certain nombre de traitements médicamenteux dans des infections, traitements médicamenteux qui peuvent avoir des effets indésirables potentiels, et notamment induire une mortalité. Donc là, il y a des recommandations, mais malheureusement, en santé mentale, ce n'est pas le cas. Il y a un certain nombre de réflexions. Je sais qu'il y a un consortium européen auquel participe activement, par exemple, le docteur Boris Chaumette, donc à l'hôpital Sainte-Anne. Pour notre part, nous réalisons, des
de la recherche, encore une fois, clinique, essentiellement sur la dépression et plus occasionnellement sur la schizophrénie et les psychoses. Mais il y a un grand nombre de travaux qui sont réalisés sur les troubles bipolaires et sur les autres pathologies mentales. Donc je vous remercie vivement de votre attention et je pense qu'on a du temps pour les questions. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet exposé très intéressant. Et donc, on a une première question de Madame Duret qui demande si, en clinique, on peut s'habituer à un traitement. Alors, et j'imagine considérer qu'il n'est plus efficace au bout d'un certain temps. Je pense que c'est ça qu'elle sous-entendait. Voilà, tout à fait, tout à fait. L'efficacité d'un traitement, si on prend un antidépresseur, au bout de 4 semaines, on a des premiers effets. Au bout de 6 semaines, 8 semaines, on doit avoir une diminution de l'ordre de 50% des symptômes qui sont quantifiés. Dans le cas des antipsychotiques, ça peut être un peu plus long, mais c'est vrai que il faut passer d'un traitement à un autre s'il y a strictement aucune efficacité du traitement. Et ça va dépendre potentiellement de cette pharmacogénétique, donc des cibles, mais je n'ai pas évoqué la pharmacocinétique. Il faut savoir qu'on peut avoir des variantes sur certaines enzymes qui vont dégrader très rapidement certains médicaments. Et donc, la dose qui devra être prise par certains patients devra être peut-être plus importante. Donc ça aussi, c'est une limite. J'ai une question de Madame Pilet qui reflète, je pense, beaucoup de questions que chaque personne de l'UNAFAM se pose. Pourquoi ces prises en charge de précision idéales ne sont pas encore appliquées en psychiatrie? Alors, elles ne sont pas appliquées en psychiatrie parce que, d'une part, l'organe cible, c'est le cerveau, et on connaît encore mal les effets réels dans le cerveau, d'une part. Donc, on est encore dans la recherche de preuves de concept. Donc, sur des modèles animaux en préclinique, ça marche assez bien, mais le transposer chez l'homme, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, avec de l'imagerie fonctionnelle, on commence à avoir des résultats, et même de l'imagerie de structure. Donc ça commence à être pris en compte. Et d'autre part, c'est des questions financières. Hein. Je crois que les budgets en oncologie sont 10 fois supérieurs au budget pour la psychiatrie, quoi. Donc, et puis, une question, est-ce que la pharmacogénétique pourrait être appliquée, par exemple, dans le cas de schizophrénie résistante ou de troubles bipolaires résistants, en pratique courante, ou est-ce que c'est vraiment encore du domaine de la recherche? Alors, c'est encore du domaine de la recherche, et effectivement, c'est pas proposé dans un circuit de soins actuellement, sachant que cette pharmacogénétique, moi je vous l'ai présentée pour des traitements médicamenteux, mais elle est aussi en train de se développer pour d'autres soins. Et là aussi, il y a des résultats qui sont assez positifs et qui permettraient de donner des arguments pour que cette pharmacogénétique soit appliquée, pas seulement à des traitements médicamenteux. Et puis, une dernière question, est-ce que les données de pharmacogénétique permettent d'aider sur la compréhension de la notion de résistance au traitement chez les patients qui fument beaucoup de cannabis, en particulier les psychotiques? Alors là, c'est des analyses encore plus complexes, puisqu'il faut croiser et tenir, prendre en compte effectivement la prise de cannabis, savoir si elle a été précoce, massive. Donc ça aussi. Et au-delà du cannabis, il y a simplement la consommation de tabac et de nicotine qui est pris en compte, parce que là aussi, on sait dans le tabac qu'il y a des éléments aussi qui vont venir interférer avec certains médicaments.
et qui aussi, à l'inverse, en fonction du patrimoine génétique du sujet, vont pouvoir induire une meilleure tolérance et une réponse positive à un traitement. Donc ça aussi, il y a des effets croisés qu'on découvre et ça va au-delà de la génétique et du patrimoine génétique, ça va au niveau de l'épigénétique. Et il y a un certain nombre de travaux aussi maintenant là-dessus qui intègrent ces analyses-là. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet très Merci à vous. intéressant exposé.